France Inter. Question politique. Thomas Negaroff. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Député européen, je préfère eurodéputé, je trouve ça plus joli. Député européen. Moi aussi. Vice-président des Républicains, seul vice-président. Désormais, vous étiez deux, vous n'êtes plus qu'un. Seul premier vice-président, parce qu'il y a d'autres vice-présidents. Vice-président exécutif, dit-on chez vous. On va revenir sur la réforme des retraites, mais commençons par l'actualité du week-end. L'agriculture, le salon de l'agriculture. Hier, le président de la République a passé, je crois, 11h30 dans les allées à déambuler. Un président pris à partie par un militant de dernière rénovation. Et une question qui, moi, me semble assez juste par rapport à ce qui s'est passé globalement autour des pesticides, autour de la question de l'eau, sur lesquelles on va revenir évidemment avec vous. Est-ce qu'on peut aujourd'hui sauver l'agriculture française sans ruiner la planète, selon vous ? Bien sûr. Et ne pas sauver l'agriculture française, c'est ruiner la planète. La vérité, c'est que l'agriculture française, aujourd'hui, elle est en danger de mort. Et elle est en danger de mort d'abord parce que, justement, les normes européennes en particulier, mais aussi la manière dont la France les applique avec une surtransposition permanente, sont le signe d'une espèce de myopie étrange de l'Europe à l'égard de la question climatique et de la question environnementale. En fait, la question environnementale, c'est un défi global, c'est un défi international. Et la vérité oblige à dire que les agriculteurs français aujourd'hui sont ceux qui respectent les normes environnementales les plus élevées au monde. Le problème, c'est que quand vous leur imposez des normes qui sont extrêmement contraignantes et que simultanément vous laissez le marché ouvert à toutes les importations, en fait, vous ne résolvez en rien le problème environnemental. Vous êtes juste en train de détruire votre agriculture. C'est quand même une inflexion du discours, puisque Emmanuel Macron dit on n'appliquera pas les accords de libre-échange s'il n'y a pas une clause de réciprocité, ou en tout cas, si on ne fait pas mieux quand on importe que ce qu'on impose aux agriculteurs français. Est-ce que vous notez ce changement ou pas ? J'ai une vraie question à poser à Emmanuel Macron. Quelle est la ligne exacte du gouvernement sur ce sujet ? Il y a quelques jours seulement, au Parlement européen, les députés de la majorité macroniste se sont félicités d'avoir fait voter un texte sur la réponse à l'IRA américain, un texte qui parlait de la stratégie que l'Europe devait suivre pour pouvoir reconstruire son économie, et dans lequel, au fond, l'un des projets les plus saillants, c'est le fait qu'il faut ratifier le plus rapidement possible, non seulement le Mercosur, mais aussi beaucoup d'autres accords de libre-échange, avec l'Australie par exemple, avec la Nouvelle-Zélande, dont on sait très bien que s'ils sont signés, c'est tout simplement, par exemple, la fin de l'élevage en France. C'est la fin de l'élevage français. On a déjà perdu 100 000 exploitations agricoles en 10 ans en France. Et on sait très bien que si on continue d'ouvrir le marché, prenez le Mercosur qui est aujourd'hui l'un des marchés les plus protégés au monde, donc les exportations, les importations sont difficiles avec le Mercosur. C'est exactement ce qui intéresse bien sûr beaucoup de nos voisins européens qui sont exportateurs et qui veulent absolument pouvoir se saisir de ce marché. Mais on sait très bien que si on le fait, on va vers une catastrophe environnementale supplémentaire. Alors, j'entends Emmanuel Macron dire au salon, d'ailleurs il a dit de manière très ambiguë, il a dit pour l'instant, il ne faut pas ratifier le Mercosur. Mais moi, je m'inquiète beaucoup de cette incohérence parce que, encore une fois, si on regarde ce que font aujourd'hui les députés d'Emmanuel Macron, ils soutiennent au Parlement européen, et ça a été un débat très visible et très politique, ils soutiennent un agenda de ratification accélérée. Pour vous, est-ce qu'il faut laisser vivre tranquillement les agriculteurs ou les éleveurs français, ne pas leur imposer trop de choses, comme dans l'exemple du glyphosate ou des néonicotinoïdes, en considérant ils doivent avoir leur agenda et que sans les forcer, ils vont être spontanément vertueux? Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on les laisse vivre. Et pour être agriculteur, je crois, moi, j'ai entendu votre chronique avec beaucoup d'intérêt, que c'est à eux qu'on devrait décerner la Légion d'honneur bien plus qu'à Jeff Bezos, parce qu'ils continuent de nous nourrir malgré l'incroyable poids de contrainte. Non, mais pas du tout. C'est facile. Non, jour de week-end, ouverture de salon, oui. Je me permets de cette digression. C'est bien joué de votre part. Je me permets cette digression. Non, mais elle est importante parce que je partage, moi, votre révolte et celle qu'ont exprimé beaucoup d'élus de gauche, de droite, sur cette décoration secrète, d'ailleurs, qui pose un vrai problème parce que c'est une décoration publique, normalement, la Légion d'honneur. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est pas que Jeff Bezos soit riche. C'est que le modèle économique, mais c'est ce sur quoi vous avez pointé l'incohérence d'Emmanuel Macron qui en même temps voit les plus démunis et puis les plus favorisés. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que le modèle économique de Jeff Bezos, c'est celui qui contribue à fragiliser notre société, c'est celui qui représente un impact environnemental majeur, c'est celui qui détruit des filières, je pense par exemple à la filière de l'édition, à la filière du livre. Et au fond, la grande question, c'est celle du modèle économique de demain. Aujourd'hui, vous demandiez, est-ce qu'on laisse vivre les agriculteurs ? Non, je ne demande pas si on les laisse vivre, je demande vous, au pouvoir, est-ce que vous les laissez vivre tranquillement en se disant à terme ils seront vertueux, ou est-ce que vous imposez des dates, un échéancier pour qu'ils modifient leur façon de travailler ? Encore une fois, ils l'ont déjà énormément modifié et ils sont toujours en train de le faire. Et moi, je dis une chose très simple. Si nous étions au pouvoir, je crois que la première des choses à faire serait de ne jamais imposer une norme à nos agriculteurs que nous n'imposions pas simultanément à tous les produits que nous importons.
Oui, c'est un peu la révolution qui est en et là, train on de s'opérer. se mettrait, Là. mais non, pour l'instant, pas tellement. Excusez-moi de vous dire, mais sur beaucoup de sujets, le gouvernement est toujours en train de dire nous devons être les plus vertueux, nous devons montrer l'exemple. C'est le paradigme de montrer l'exemple qui a détruit l'agriculture française. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous faisons tout seuls ce que les autres ne font pas, aussi bien dans le monde que même en Europe. Vous parliez du glyphosate. Mais si nous sommes les seuls à interdire le glyphosate aux agriculteurs français, en réalité, dans les autres pays européens, ce glyphosate n'est pas interdit. Personne ne prendra jamais une décision globale comme vous le souhaitez, comme vous Bien sûr que si. D'ailleurs, il y a beaucoup de décisions globales qui sont prises au plan européen. Il y a beaucoup de normes communes. Ça s'appelle la réciprocité, en fait. C'est tout l'intérêt. Avec les pays du Mercosur dont vous parliez tout à l'heure, non, mais je ne vois pas comment on va réussir à se mettre d'accord. Il y a le marché européen qui doit avoir sa cohérence. Et sur les questions agricoles, nous sommes théoriquement dans une politique entièrement intégrée. Donc c'est une folie de vouloir se fixer à nous-mêmes des normes françaises quand les autres pays européens avec qui nous n'avons aucune barrière douanière, aucune barrière commerciale, n'appliquent pas les mêmes règles. C'est une folie absolue. Et ensuite, il faut protéger le marché européen. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à faire. La question de la taxe carbone à l'entrée du marché unique que nous avions promise pendant la campagne européenne, elle a été adoptée, elle va être mise en application. Ça, c'est déjà un premier signe que nous sommes capables de faire évoluer les règles du marché unique. Mais je crois qu'encore une fois, le principe fondamental devrait être de sortir de cette logique selon laquelle il faut être les plus vertueux, mais il faut d'abord commencer par appliquer les mêmes règles à ce que nous produisons et à ce que nous importons. Et puis deuxièmement, il faut faire en sorte que ce marché européen, qui peut être un levier exceptionnel pour ça, soit celui qui va entraîner les autres pays du monde dans la décarbonation. Et aujourd'hui, on ne prend pas du tout le chemin. La stratégie de la Commission européenne qui s'appelle Farm to Fork, pardon de parler le bon bruxellois ici, de la ferme à la fourchette, c'est une stratégie qui va justement contribuer à compliquer encore la vie des agriculteurs, qui va faire baisser la production agricole en Europe, qui va faire baisser le revenu des agriculteurs, qui va augmenter le prix pour les consommateurs. Et à la fin, d'ailleurs, ça ne fait même pas baisser le problème du carbone, parce que oui, on baisse nos émissions, mais toutes les études, même celles des experts de la Commission, le montrent. On va en fait augmenter les émissions ailleurs dans le monde. Si je résume bien, vous dites en fait ce qu'il faut, c'est qu'on produise, il faut qu'on assure notre souveraineté alimentaire et l'écologie, ça passera après, c'est ça ? Non, parce que c'est seulement en produisant nous-mêmes qu'on va pouvoir apporter une solution au problème environnemental. Si l'Europe détruit sa propre production, si demain vous êtes obligé de tout importer de Chine, du Brésil, du Mercosur, si vous êtes obligé de tout importer des États-Unis, vous n'avez pas résolu le problème du climat. Vous avez détruit le modèle de production le plus vertueux au monde du point de vue environnemental. Donc en fait, il y a une convergence évidente d'intérêt entre la cause écologique et l'avenir de l'agriculture française et européenne. D'accord, mais à très court terme, la sécheresse hivernale fait peser un risque énorme demain sur les agriculteurs. Quelle réponse on doit apporter à ça ? Est-ce que c'est par l'importation ? Est-ce que c'est par la fin de l'abondance, comme l'a annoncé hier le président de la République ? C'est quoi votre point de vue à vous là-dessus ? Non, il a raison de pointer du doigt le fait qu'on rentre dans un monde de pénurie. C'est une certitude, il faut qu'on s'adapte pour y faire face. Il faut évidemment qu'on investisse. Je pense par exemple au scandale que représentent nos infrastructures de distribution d'eau qui sont vieillissantes et qui perdent énormément d'eau potable chaque année. Il y avait eu un excellent reportage sur France 2 sur ce sujet et je pense que ça doit être évidemment un signal d'alarme aujourd'hui. Et puis il faut qu'on permette à nos agriculteurs de trouver les moyens d'une irrigation qui leur donne l'occasion de continuer à produire. Et je pense évidemment qu'il faut avancer sur la question des rétentions d'eau, des rétentions collinaires. Le président de la République en a parlé, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avance pas beaucoup. Oui, bien sûr, évidemment, c'est une manière de gérer l'eau d'une façon raisonnée qui permet, encore une fois, de continuer à produire. Je voudrais simplement dire que ce dont nous parlons, ce n'est pas une question folklorique ou pas seulement l'aménagement du territoire, les paysages français, la ruralité, la transmission d'un patrimoine. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité de notre pays pour demain. On a connu, et le grand paradoxe, c'est qu'on prépare toujours la crise qui vient de se passer. On a connu la crise du Covid et on s'est dit, oh là là, il faut qu'on se remette à faire des masques. On a connu la crise créée par la guerre en Ukraine et on se dit, il faut qu'on se remette à fabriquer des munitions. Mais la prochaine crise, elle sera probablement ni sanitaire, ni sécuritaire. La prochaine crise, elle sera peut-être alimentaire, même probablement alimentaire. Parce que ce qui nous guette aujourd'hui, c'est une question de sécurité alimentaire pour la France, mais aussi pour le monde. Même le département de l'alimentation américain, qui pourtant pourrait avoir intérêt à ce que l'agriculture française et européenne soit fragilisée, même le département de l'agriculture américain a alerté les Européens sur la stratégie Farm to Fork en disant ce que vous faites là,
va augmenter l'insécurité alimentaire dans les pays qui vous entourent, notamment en Afrique. Parce que si on baisse, nous, notre production de 15%, eh bien, on va baisser aussi nos exportations, notre capacité de contribuer à la stabilité alimentaire des pays qui sont moins favorisés que nous pour leur climat, pour leur terroir. Et donc, on est devant un enjeu qui est absolument vital. Il n'y a rien de plus important sans mais doute. ce que vous oubliez dans votre démonstration, malgré tout, ce que vous oubliez, c'est qu'aujourd'hui, la production mondiale nourrit 12 milliards d'habitants. On est 8 milliards seulement. Donc ça veut bien dire qu'on met trop de choses sur les marchés. Donc il faut bien réduire malgré tout ce qu'on est en train de produire. On produit trop. On produit trop, je ne sais pas où on a vu qu'on produisait trop dans un monde où, en réalité, il suffit de regarder le simple Encore une fois, événement. il y a plein d'études qui expliquent qu'on produit aujourd'hui pour 12 milliards de personnes sur la planète. On peut certainement faire mieux pour lutter contre tous les gaspillages alimentaires possibles, mais je ne crois pas que ce sera en faisant venir de l'autre bout de l'océan Atlantique notre viande bovine demain qu'on va encore une fois retrouver le chemin d'une production raisonnée. Donc le sujet, c'est pas seulement d'aller gérer la question de la surproduction. Effectivement, aujourd'hui, mais nos importations... de 15%, c'est peut-être pas ridicule, en fait. Mais c'est de 15% en Europe. Oui. Aujourd'hui, déjà, nous sommes dépendants sur le plan alimentaire en France. Si on regarde la balance commerciale française sur le plan agricole, si vous retirez les vins et spiritueux qui gâchent un peu l'analyse de la perspective, parce qu'effectivement, on vend des vins et spiritueux et ça contribue à nos exportations. Mais en réalité, cette année, nous sommes déficitaires de 6 milliards d'euros sur notre balance commerciale agricole, hors vins et spiritueux. L'année dernière, c'était seulement 4 milliards. Au rythme où ça va, on devient de plus en plus dépendant pour notre alimentation courante. Et ça, pour le coup, c'est une très mauvaise nouvelle pour la planète. Parce qu'encore une fois, c'est pas en faisant venir de Nouvelle-Zélande de l'agneau qui traverse le monde dans l'azote poulets, liquide. par exemple, ils viennent pas de Nouvelle-Zélande, ils viennent du reste de l'Europe. Mais ils viennent aussi du reste de l'Europe, et ça contribue pas non plus à la sécurité, à la stabilité environnementale de la planète. Je reviens quand même sur la question de l'eau. Vous dites, pour vous, donc l'essentiel, c'est l'alimentation, l'agriculture. Donc il faut faire des choix. C'est quoi les arbitrages que vous préconisez ? Mais c'est pas seulement une question de choix, c'est aussi une question de s'équiper pour se préparer. J'ai vu que certains reprochaient au ministre de l'Environnement, ça m'a beaucoup amusé, en tous les cas m'a un peu étonné, certains lui reprochent de dire si on a une augmentation des températures, 4 degrés, ouais. Il faut qu'on s'organise pour y faire face, comme si c'était une manière de démissionner devant la crise climatique. Mais on peut à la fois se donner les moyens de redresser la barre sur le plan des émissions de carbone et simultanément se préparer pour s'organiser à affronter la crise climatique. Et de ce point de vue-là, la question des rétentions collinaires, bien sûr, elle est absolument nécessaire. Non mais vraiment, vous voulez pas répondre à ma question. C'est que si on a un stock d'eau qui baisse, il y a des gens, il y a ce que les géographes appellent un arbitrage entre activités qui doit non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est la réponse à la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de rétention collinaire. Le sujet, c'est la solution à tout. Non, mais pas à tout. Mais vous parliez de la question de l'irrigation. C'est effectivement une solution. Bien sûr, il faut se doter de moyens qui n'existaient pas auparavant. C'est pour ça que je vous parle de cette étonnante incapacité à se préparer aux conséquences du changement climatique. Mais il y aura forcément des restrictions. Voilà. D'ici là, c'est-à-dire qu'on aura des cas très concrets comme l'été dernier. On se demandera si on laisse toute l'eau pour les agriculteurs ou alors qu'on en garde pour l'industrie. Est-ce qu'à un moment, ou qu'on en arrose un terrain de golf parce que finalement on a investi. Voilà. Enfin, je veux dire, golf, donc, piscine, tout ça, est-ce qu'à un moment, vous dites on devra de toute façon être sobre, nous ou certaines autres catégories. Évidemment, il faudra être sobre. Et bien sûr, il faudra faire face à des arbitrages dans des situations d'urgence. Mais le but, c'est de faire en sorte d'avoir le moins possible à vivre ces arbitrages dans l'urgence. Le but, c'est de se préparer. Aujourd'hui, on perd, je crois, entre 30 et 40% sur beaucoup de territoires, de l'eau potable en France, 30 à 40%. Oui, la question, c'est comment est-ce qu'on évite de se retrouver le nez devant le problème en plein été en se disant « zut, on n'a plus d'eau » et qu'on fait en sorte d'avoir en amont les moyens de s'organiser pour garantir que tous les usages seront couverts. Donc pour vous, il n'y a pas de problème aujourd'hui ? Il y a un énorme problème, évidemment. D'accord. Il y a un énorme problème qu'on peut régler par la technologie. Qu'on peut régler par la technologie. Qu'on doit régler d'abord en se préparant à faire face aux conséquences du changement climatique, c'est une certitude. On va avancer sur le dossier sur la retraite. J'attendais un jingle qui va arriver. Regardez, il arrive, il est là. Pénurie de jingle. Hashtag question Paul. C'est de ma faute, je les ai pris un peu par surprise. La question des retraites, désormais qui n'est pas très loin finalement de celle qui précède, parce que ça concerne évidemment la vie quotidienne de millions de nos compatriotes. Mardi, les retraites arrivent devant le Sénat, où votre camp, la droite, est majoritaire. Ce matin, Bruno Retailleau a insisté sur le côté budgétaire de cette réforme et il a évoqué un durcissement concernant les régimes spéciaux. Selon lui, c'est essentiel. Est-ce que ça veut dire que pour vous, cette réforme, en l'état, elle ne vous plaît pas, qu'elle ne va pas assez loin ?
Elle doit être améliorée, c'est une certitude. C'est une certitude et je partage totalement l'avis de Bruno Retailleau et les positions qu'il a exprimées ce matin dans Le Parisien me paraissent essentielles. La première d'entre elles, c'est la lutte contre les injustices qui restent dans cette réforme. Et on a beaucoup parlé des carrières longues, mais les carrières longues, c'est pas le seul sujet d'injustice. Donc c'est les femmes essentiellement, c'est ça ? Moi, je vois une immense injustice, mais comment ne pas la voir ? D'ailleurs, je suis frappé qu'on n'en ait pas plus parlé au moment du débat à l'Assemblée nationale. En fait, malheureusement, on n'a pas parlé de grand-chose, comme vous l'avez dit, dans ce spectacle un peu confondant. Mais la question de l'injustice majeure qui sépare les hommes et les femmes face à la retraite, elle est énorme. Aujourd'hui, la retraite moyenne délivrée en France, elle est de 1 950 € pour un homme, 1 150 € pour une femme. L'écart est colossal, et il est colossal en particulier à cause de la maternité. Et le drame, c'est que cette réforme telle qu'elle nous est proposée, elle risque d'aggraver encore cette injustice, parce qu'elle supprime la bonification. Alors, donc vous êtes plutôt absolument la rétablir. Plutôt pour un bonus sur la durée de cotisation, ou plutôt un bonus sur le montant de la pension ? Mais ce que dit Bruno Retailleau, qui me paraît très fondé, c'est qu'on devrait pouvoir donner aux femmes la possibilité de choisir. Et c'est certainement la meilleure manière... Soit partir plus tôt, soit toucher plus. Exactement. C'est certainement la meilleure manière de prendre ce débat pour pouvoir offrir un maximum de liberté à toutes celles qui se trouveront devant cette situation au moment de leur retraite. Je pense que, en tous les cas, c'est un sujet sur lequel il faut absolument que cette réforme soit améliorée. Et puis il y a la question, bien sûr, de la clause du grand-père, qui est une question budgétaire, mais qui est aussi une question de justice. Comment dire ? On a l'impression que la clause du grand-père, après tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui a été non pas avalé, mais accepté. Même si peut-être on peut expliquer ce que c'est. Alors la clause du grand-père, ça veut dire que tous les gens qui sont engagés actuellement dans un statut avec un régime spécial garderont leurs avantages et que seuls les nouveaux entrants, c'est-à-dire à qui on dira vous allez, c'est comme ça maintenant, pourront avoir des modifications. Pourquoi remettre ça sur le tapis au risque de crisper tout le monde ? Mais parce que c'est d'une injustice absolue. Pardon, mais moi je suis crispé par ce sujet. Est-ce que ce qui est injuste, c'est pas que des gens qui ont choisi des activités professionnelles en sachant qu'il y avait des règles au départ, voient ces règles intéressantes, des privilèges. Que les règles sur les retraites puissent changer, on en est tous conscients puisqu'on est en train de parler de ça. Pourquoi est-ce que ça pourrait changer pour tous les salariés, sauf pour certaines catégories de salariés qui, eux, pour le coup, ont droit que la situation reste figée en l'état d'une manière définitive. Jusqu'à ce qu'ils... Vous vous rendez compte, c'est quand même stupéfiant. La clause du grand-père. Mais c'est philosophique, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que... c'est budgétaire aussi, bien sûr. Mais c'est d'abord une question de justice. Alors, pardon, mais ma génération, Allez-y. qui va hériter quand même d'une dette qui va représenter, j'en suis convaincu, un sujet majeur à traiter. On l'a tous oublié, mais cette question, elle va revenir sur la table un jour. Ma génération qui va devoir faire face à cette dette accumulée par ceux qui nous ont précédés, elle va aussi devoir, dans ses carrières spécifiques, éponger le privilège offert à certains qui ont le droit, par une espèce de grâce divine qu'on ne s'explique pas, tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de bloquer le pays tout entier s'ils ont envie de le faire. L'opéra, les danseurs, c'est pas parce qu'ils ont la possibilité de bloquer. Alors l'opéra, mais d'ailleurs, il y a des situations dans lesquelles la pénibilité est particulière. Mais prenez l'opéra, c'est pas le grand sujet, on est tous d'accord avec ça. C'était juste pour répondre. La SNCF, voilà, c'est 120 milliards, juste la SNCF. La clause du grand-père à la SNCF, c'est 120 milliards d'euros. Je suis désolé, moi je vois pas pourquoi. Moi, je paierais pour le fait que ceux qui ont acquis un statut, au motif qu'encore une fois, on le sait très bien, c'est une question de prise d'otage potentielle. Pourquoi est-ce que la SNCF s'est pas tellement illustrée dans les grèves de ces dernières semaines ? C'est parce qu'effectivement, les gens qui font vivre les syndicats à la SNCF n'ont pas trop envie qu'on aille regarder dans donc leurs avantages acquis. Donc vous dites qu'il faut aller droit sur le blocage ? Je trouve ça très injuste. Vous affrontez les et blocages je me et sens prêt à aller. lutter contre les injustices, y compris celle-là. D'accord. Et vous regrettez le système Macron 2019 ? Le permis à points finalement. La retraite à points. Je suis pas. 2017, oui. Je suis pas contre la diversité des régimes. Et ce qui posait un problème dans la réforme d'Emmanuel Macron en 2019, c'est que par une espèce de volonté de centralisation extrêmement jacobine, elle créait des problèmes là où il y en avait pas. Prenez, le régime des retraites des avocats, par exemple, c'est pas un régime spécial. Le contribuable français n'abonde pas ce régime. Il y avait aucune raison d'essayer de le recentraliser par tous les moyens. C'est aussi normal que dans l'histoire, il y ait des gestions différentes qui se créent. Ce qui est anormal, c'est que le contribuable abonde des régimes structurellement déficitaires. Et je pense, encore une fois, prenez la SNCF, prenez la RATP, c'est des régimes dont tout le monde sait qu'ils sont structurellement déficitaires. La SNCF, c'est 4 milliards d'euros par an. Désolé, mais il n'y a aucune raison qu'on s'asseye sur 4 milliards d'euros par an, au motif qu'il y a des gens qui ont signé un contrat. Pour résumer, vous dites en fait... Et même moi, je serais un jeune cheminot à la SNCF, mais j'éprouverai un sentiment de révolte devant le fait que mes cotisations vont financer un système qui est à deux vitesses. Vous appelez les jeunes cheminots à se manifester, alors ? Mais bien sûr, évidemment. Non, mais si vous étiez à l'Élysée, vous assumeriez le même discours ou pas ?
pas. Parce que souvenons-nous quand même que Nicolas Sarkozy, en 2010, essaye d'affronter effectivement également la question des régimes spéciaux. Au final, ils ont disparu parce que c'était trop compliqué, ça a bloqué le pays. Ça a bloqué le pays pendant 10 jours et s'est dit, bon, on laisse tomber les régimes spéciaux. Donc là, vous demandez finalement à vos opposants politiques, les macronistes, de réussir à faire ce que vous n'avez pas réussi à faire il y a 10 ans. Je ne dis pas que c'est facile. D'abord, la droite a fait des réformes des retraites et elle a fait des réformes des retraites difficiles et elle a eu droit à des manifestations. Mais on parle des régimes spéciaux. Mais vous êtes très... elle affrontait déjà des difficultés fortes parce qu'il fallait reporter l'âge de départ à la retraite et ça a été fait. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne vais pas faire semblant que de ma position d'opposant, je donne des leçons au gouvernement. C'est ce qui peut aussi bloquer le pays et mettre le feu aux poudres et faire une véritable révolte sociale, non ? Mais moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé dans le premier mandat. Le premier mandat, on avait un contexte, tout le monde le reconnaîtra, économiquement, socialement, beaucoup plus favorable pour faire une réforme des retraites avant que le Covid n'arrive. Et il ne s'est rien passé. On a tout eu avec cette réforme d'Emmanuel Macron pendant le premier mandat. On a eu les manifs, on a eu les grèves, on l'a un peu oublié, mais on a eu les débats. On a eu les débats aussi un peu excessifs au Parlement, etc. Et puis à la fin, on a tout eu sauf la réforme. Donc, d'une certaine manière, la question est, tant qu'à faire d'avoir des grèves, tant qu'à faire d'avoir des manifs, tant qu'à faire d'avoir le pays bloqué le 7 mars, tant qu'à faire, autant le faire pour une réforme qui en vaille vraiment la peine. Et vous avez l'impression que vous en rajoutez un petit peu à droite, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait Aurélien Pradier à l'Assemblée qui tous les jours disait « donnez une condition supplémentaire pour voter », et maintenant, hop, on va au Sénat et on s'en reprend une sur les régimes spéciaux qui n'étaient pas sortis avant. Les régimes spéciaux et les femmes, parce que là, vous êtes repartis sur... politique pour montrer que vous êtes capable de faire pression et eux capables de, non pas ramper, mais d'accepter pour pouvoir avoir vos voix. On essaye de gagner des choses pour les Français. On essaye de marquer des points pour la France. Parce que ce qui compte en fait dans ce débat, c'est pas des sujets de positionnement politique. Ce qui compte, c'est l'avenir de la France. Ce qui compte, c'est l'avenir des retraites des Français. Et ce qui compte, c'est le montant des pensions de demain. La possibilité de sauver les petites pensions, ce qui a été gagné par Éric Ciotti, par Olivier Marleix à l'Assemblée nationale. La possibilité, effectivement, de faire en sorte que les carrières longues soient bien prises en compte, ce qui a été aussi un des acquis du débat à l'Assemblée nationale. Eh bien, il faut qu'on le complète aujourd'hui. Même Emmanuel Macron a dit la réforme peut être améliorée. Je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de le dire nous aussi. Et ce n'est pas de la surenchère pour nous. On n'a rien à y gagner pour nous-mêmes. Parce que si les régimes spéciaux ne sont pas touchés, vous ne votez pas la réforme ? Je pense que la position de la droite, elle est. Bruno Retailleau l'a rappelé dans son entretien ce matin au Parisien, il l'a dit de manière très claire. Évidemment que nous soutenons le principe d'une réforme dont l'idée est de reporter l'âge de départ parce qu'il faut faire cette réforme. Si c'est que le principe que vous soutenez, ça va être compliqué. Si c'est que le principe que vous citez... Mais ensules, la question, c'est comment on rentre dans le détail, bien sûr, comment on fait en sorte que cette réforme... Le détail est important, et donc, si jamais, effectivement, ça ne va pas jusqu'au bout sur les régimes spéciaux, vous la voteriez ou pas ? Est-ce que la droite doit voter cette réforme ? La droite, elle est majoritaire au Sénat, donc elle va pouvoir travailler à la construction d'une réforme qui lui paraîtra être la meilleure, et ensuite on verra ce que le gouvernement en fait. La balle est dans le camp du gouvernement, bien sûr. Si je suis électeur Les Républicains et que j'écoute ma radio ce matin, j'ai pas bien compris, en fait. J'ai pas bien compris si... Décidément. Mais j'ai pas bien compris si vous votez la loi, si vous la votez pas... Si ça va pas assez loin, si ça va trop loin, si c'est le principe, si c'est Pradier, si c'est Ciotti, si c'est Retailleau, si c'est vous. Honnêtement, c'est pas clair. La ligne est très claire. Depuis le début, il n'y a absolument aucun sujet sur la ligne du parti. Et le parti a réaffirmé cette ligne en votant en bureau politique il y a 15 jours avec une écrasante majorité. Nous sommes favorables, comme nous l'avons été depuis toujours, à une réforme qui allongera la durée du travail parce que nous sommes l'un des pays en Europe où on travaille le moins dans une vie par habitant. Et on ne peut pas espérer longtemps faire tenir le système de retraite auquel nous tenons, cette expression de la solidarité nationale, on ne peut pas espérer le faire tenir longtemps si on ne le réforme pas. Il y a 20 ans, il y avait 2,6 actifs par retraité. Aujourd'hui, 1,6. Un enfant... en primaire, auquel on présente les données du problème, est capable de comprendre qu'il faut faire évoluer ce système. Et ça veut dire qu'il faut, évidemment c'est difficile, mais qu'il faut être capable de travailler plus longtemps dans une vie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres sujets à traiter qui sont absolument fondamentaux. La question de l'éducation, qui est un sujet obsessionnel chez moi, mais j'y reviendrai toujours. On a chaque année aujourd'hui 150 000 jeunes qui perdent toute trace de relation avec le système scolaire, mais aussi avec le monde de l'emploi. 150 000 jeunes qui sont dits ni en emploi, ni en études, ni au travail. C'est-à-dire des jeunes qui, finalement, contribuent à ce faible taux d'activité français. Et ces jeunes-là, il faut absolument qu'on aille les récupérer. Mais il y a aussi un sujet en fin de carrière, et ça, c'est la raison pour laquelle il faut faire une réforme des retraites. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas voté l'index senior ? Mais l'index senior, c'est un outil statistique.
C'est un outil statistique. Pas seulement, il peut y avoir des pénalités. Pas le sens que ça prenait, hein. C'est d'abord un outil statistique qui va représenter une surcharge administrative pour les petites entreprises en particulier. Nous, ce que nous proposons, Bruno Retailleau l'a dit ce matin dans Le Parisien, c'est de créer une sorte de contrat spécifique fin de carrière qui permet d'exonérer de cotisations familiales les personnes qui ont, par exemple, plus de 60 ans. Encore un coût pour l'État. Oui, mais si le but, c'est de faire en sorte que les gens aillent travailler au lieu d'être au chômage comme ils le sont aujourd'hui en fin de carrière, c'est un revenu pour l'État, c'est une recette. Parce qu'en réalité, vous renoncez à une part des cotisations, mais vous gagnez évidemment tout ce que vous ne dépensez pas en allocation chômage. Donc tout laisse à penser que ce serait en réalité à la fin un bénéfice pour l'État, y compris au point de vue budgétaire. Est-ce que vous n'êtes pas sur la position patronale en disant non, pas trop de contraintes, plutôt des allègements, mais pas de contraintes? Oui, bien sûr, évidemment. Oui, c'est ça, en fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Aujourd'hui, c'est rare. C'est assumé. mais non, mais parfois les patrons ont raison. Vous savez, c'est très étonnant. Quand vous regardez l'état de l'emploi des seniors aujourd'hui, vous dites parfois qu'ils ont peut-être aussi besoin d'être un peu aiguillonnés et de faire le boulot aussi. Mais je ne dis pas le contraire. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, créer de l'emploi en France, c'est, je pense en particulier aux TPE, aux PME, créer de l'emploi en France, c'est un parcours du combattant d'une complexité inouïe. Et on n'a pas le droit de rester dans cette situation où des gens qui vont créer des emplois, et en particulier, encore une fois, je le redis, dans les petites entreprises, parce que c'est là qu'il y a le plus d'emplois, sont en réalité dans une insécurité juridique massive parce que la contrainte réglementaire est tellement complexe que c'est impossible d'avoir la certitude que vous faites tout bien. Vous avez tellement de travail administratif à gérer pour, encore une fois, créer un seul emploi, qu'on peut regarder ceux qui y parviennent encore. Là encore, je le redis, comme étant finalement des héros de la complexité. Il faut sortir de cette passion française pour la norme et pour la complexité administrative. Et je crois que l'index senior, malheureusement, ajoute encore à ça. Il y a une réponse qui n'était pas de l'ordre de la complexité administrative qu'a évoqué à cette place-là François Bayrou, mais le RN également, c'est la question de la politique familiale. Je ne vous ai pas entendu les Républicains en parler de cette question-là. Aider les familles à avoir plus d'enfants comme solution au problème des retraites. Quel est votre point de vue là-dessus ? Si, on en a parlé, bien sûr. Et c'est l'un de nos grands regrets dans cette réforme, c'est que la politique familiale n'est pas assez prise en compte. Quand on parle de la question des mères de famille, comme Bruno Retailleau le fait ce matin dans Le Parisien, quand on dit qu'il faut absolument qu'on puisse corriger cette injustice entre les femmes et les hommes devant la retraite, c'est évidemment lié à la question de la maternité. Et c'est évidemment lié à la question de savoir comment on peut encourager les Français à avoir des enfants, ceux qu'ils veulent, à pouvoir mener à bien ce projet. Parce que la vérité, c'est que si vous pénalisez les femmes qui ont des enfants, et c'est l'un des problèmes de notre système actuel, qu'il pénalise celles qui ont des enfants. Et c'est l'un des problèmes de cette réforme des retraites, qu'elle va encore plus loin dans cette injustice. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle soit corrigée. Non seulement vous créez une injustice, mais en plus, vous fragilisez encore la question de la natalité. Et c'est pourtant un des éléments centraux pour l'avenir de la France, bien au-delà de la question des retraites. François Schweiz-Sauze. Alors, Aurélien Pradié a été remercié de son poste de vice-président parce qu'au fond, il n'était pas dans la ligne des LR. Mais on ne comprend pas bien aujourd'hui ce que c'est que la ligne des LR. L'irruption de cette droite populaire qu'il cherche à incarner, est-ce que c'est quelque chose qui ébranle en profondeur le parti? Est-ce que vous n'êtes pas au fond sous pression très forte du Rassemblement national à la reconquête de l'électorat populaire? Comment vous voyez la situation en interne? D'abord, je ne suis pas sûr que c'était une question de désaccord sur la ligne, parce qu'en réalité, la question des carrières longues qu'Aurélien Pradié a portée pendant ce débat, elle a été très largement portée par le groupe à l'Assemblée nationale et par le parti. Il ne voulait pas d'âge légal modifié. Le sujet, c'est que finalement, il y avait peut-être dans la manière de faire valoir sa ligne une forme de discordance avec la stratégie du groupe, et c'est surtout ça qui a fini par poser un problème et par devenir pardonnez-moi, tout de même, intenable. cette semaine, quand devant des étudiants à Sciences Po, Aurélien Pradié dit « Chez LR, il y a désormais 2 catégories d'hommes politiques. Chez LR, il y a désormais 2 catégories d'hommes politiques. Les rentiers et les conquérants. » J'ai l'impression que c'est un problème de ligne, là. Oui, vous savez, malheureusement, c'est la politique de la petite phrase. C'est aussi un peu ce qui a tué la politique. C'est sans doute ce qui a tué un peu la droite aussi. Sauf et que c'est lui, la preuve qu'il ne suffit pas d'être plus jeune pour renouveler les pratiques, malheureusement. Lui dit, je ne suis pas en train d'égarer la droite, mais de rappeler ce qu'elle a été quand elle gagnait. Donc au contraire. Lui, il dit pas du tout, je suis en train de... Voilà, il dit, c'est un moyen de retrouver la droite. Mais rappelons-nous, justement, mais moi je dis très simplement à Aurélien, rappelons-nous de ce que c'est que la droite populaire, précisément. Et les grandes figures de la droite populaire n'ont jamais été des figures de démagogues. Quand François Mitterrand fait passer la retraite de 65 à 60 ans, que c'est à François Mitterrand qu'on doit ce schéma. Quand François Mitterrand fait passer la retraite de 65 à 60 ans,
le plus virulent contre cette réforme, c'était Philippe Séguin. Philippe Séguin, grande figure de la droite populaire, qui disait que c'était un mélange d'irrationnel et d'imposture. Eh bien, moi, je crois qu'il faut dire que la droite qui veut reconquérir les classes populaires, c'est la droite qui sera de nouveau capable de leur parler et de leur dire la vérité. Et si on veut rentrer dans le champ de la démagogie, on trouvera toujours plus fort que nous. Moi, je me suis engagé à droite justement parce que je ne veux pas de la démagogie. De reconquête de l'électorat populaire. Mais c'est de dire... Rassemblement national, pour préciser ce que dit Françoise. Mais c'est de reconquérir la France qui travaille et de dire à la France qui travaille que notre premier combat, c'est de faire en sorte que dans ce pays, le travail paye, que dans ce pays, des gens qui ont travaillé toute leur vie puissent effectivement avoir une retraite digne de ce nom. Ça a été le premier combat du groupe. Lorsque la réforme des retraites est arrivée à l'Assemblée nationale, le premier combat du groupe, c'était de revaloriser les petites retraites. Parce que c'est anormal que quand on a travaillé toute sa vie, en effet, on touche parfois des retraites misérables. Ça, c'est effectivement un combat de la droite populaire. Le vrai combat de la droite populaire, c'est pas de faire en sorte qu'on travaille toujours moins dans un pays où déjà, malheureusement, la principale difficulté de l'économie française, c'est le manque de travail, la principale difficulté de les entreprises. Vous dites quoi, par exemple, aux agriculteurs dont on parlait au début de l'émission? Pour le coup, ils votaient à droite, largement à droite. Aujourd'hui, ils se sont complètement déportés sur le Rassemblement national. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce que si vous tenez ce discours-là, ça ne va pas leur suffire. Eux, ils gagnent effectivement très peu d'argent et on n'entend pas de propositions pour leur permettre d'en gagner plus. Mais alors, parlons des agriculteurs, parlons des pêcheurs. C'est nous qui nous battons pour eux au Parlement européen. Et moi, je serais très heureux à la prochaine élection européenne aujourd'hui, vote plus pour vous. Pourquoi? de faire la preuve du bilan que chacun aura lorsqu'il se présentera de nouveau devant les électeurs. La taxe carbone à l'entrée du marché unique, qui va permettre de protéger le marché européen contre les importations. Cette taxe carbone, c'est nous qui l'avons faite, c'est nous qui l'avons votée. Le Rassemblement national, lui, a voté contre. Alors ce sera intéressant de demander aux élus du Rassemblement national pourquoi eux, qui disent qu'ils veulent lutter contre la mondialisation qui ouvre à tous les vents nos marchés, pourquoi eux refusent de protéger le marché. Donc les pêcheurs et les agriculteurs, quand on est capable de le faire. Je suis très heureux que vous parliez des pêcheurs. Votez pour vous? Moi, je suis en commission de la pêche au Parlement européen, parmi d'autres commissions. La pêche, aujourd'hui, elle vit une crise existentielle. Elle vit une crise de survie. Et cette crise-là, eh bien, c'est nous qui avons travaillé pour essayer de lui permettre de la dépasser. La réserve d'ajustement Brexit, c'est moi qui l'ai négociée pour faire en sorte que les pêcheurs qui aujourd'hui se retrouvent privés de leur capacité de pêche dans les eaux britanniques ne soient pas abandonnés sur le bord du chemin. Mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi les agriculteurs et les pêcheurs, on peut les ajouter, ne votent plus pour la droite et votent aujourd'hui pour la Parce qu'ils se sont sentis abandonnés, et je les comprends de s'être sentis abandonnés. Le sujet, c'est quand on viendra devant eux, de leur montrer ce que nous aurons fait pour essayer de les défendre. Et encore une fois, je le redis, sur cette question des retraites, faire en sorte que ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent avoir une retraite digne, c'est, je crois, le meilleur moyen d'aller parler à la France populaire. Vous venez de parler de la crise existentielle de la pêche. Est-ce que la droite connaît aujourd'hui une crise existentielle? Oui, c'est pas exemple parce que longtemps, la droite s'est construite comme une famille politique avec plusieurs traditions. On va pas revenir à René Raymond, mais il y avait des traditions de droite. Alors là, vous nous dites non, il n'y a qu'une seule droite, il n'y a qu'une seule droite, il n'y a qu'une seule droite. Vous n'assumez plus ce qui a fait aussi le succès, et j'allais dire la beauté de la droite dans l'histoire, à savoir sa diversité. Non, bien sûr que non. Je vous parlais de la droite populaire à l'instant, celle de Philippe Séguin. Bien sûr mais qu'il y a des sensibilités. Il n'y avait que celle-ci. Non, à vous écouter. Mais elle n'existe plus, la droite populaire à droite. Je crois qu'un des grands sujets pour nous aujourd'hui, c'est que pendant trop longtemps, on a expliqué aux Français que notre force, c'était nos différences. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand vous êtes une force politique, vous avez le droit d'avoir des différences, mais il faut aussi avoir une unité. Parce qu'il faut aussi avoir une capacité de cohérence. Et la force de la droite, quand elle a gagné, ça a toujours été d'avoir une ligne claire. Et derrière cette ligne claire, autour de cette ligne claire, effectivement, des gens qui avaient des parcours, des sensibilités, des itinéraires différents. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est d'abord la ligne claire. Pardonnez-moi, est-ce que ce qui vous manque, c'est d'abord la vision commune? Est-ce que vous êtes bien sûr que ce qui vous manque, c'est pas davantage une tête? Parce que dans l'histoire de la droite, c'était pas la ligne claire, c'était parce qu'il y avait une personne qui incarnait une ligne dominante. Il faudra certainement une incarnation, mais non, mais l'élection présidentielle... on ne va pas la trouver au dernier moment. Enfin, je ne me mets pas dans le processus, mais... mais il est passé où, Laurent Wauquiez? La question, elle est là. Il est passé où, Laurent Wauquiez? Pardon, mais on n'est pas au dernier moment. L'élection présidentielle, elle était il y a moins d'un an. Vous savez très bien que forger un président de la République et les capacités, tout ça, c'est quelque chose qui ne se... On ne va pas décréter, on ne va pas faire un tirage au sort dans le groupe LR à l'Assemblée pour voir qui peut y aller. Mais ne vous inquiétez pas, il y a 4 ans encore avant la prochaine élection présidentielle. Mais je ne suis pas inquiète, c'est Laurent Wauquiez. Non, mais ce que je trouve très intéressant, c'est la fascination qui est
pas seulement celle de la droite, mais celle de la politique française pour l'élection présidentielle. Comme si c'était la seule qui comptait. Les Français, c'est leur élection préférée. Mais c'est bien avant les municipales. Évidemment leur élection préférée, mais moi je peux vous dire que quand on rencontre les Français 1 ou 2 fois par semaine, je vais un peu partout en France sur le terrain, ils ne me parlent pas de la question de savoir qui sera le candidat de la droite à la prochaine quand je vois des Français, ils ne me parlent pas de ça. Non. C'est un argument qu'ils utilisent mais par tout le monde. Ils me parlent. Non, mais moi, ils me parlent parle. comme demain, j'imagine, quand je serai au salon de l'agriculture, on va parler de la question des néonicotinoïdes, on va parler de la question de l'interdiction du chalut dans les aires marines protégées. C'est ça qui intéresse les Français. On va parler effectivement de la réforme des retraites, mais la question de savoir qui sera le candidat de la droite à la prochaine présidentielle, ça intéresse surtout la droite et les journalistes politiques. Est-ce que vous pensez par exemple que Laurent Wauquiez suit une bonne stratégie en restant relativement à l'écart de tout, ou est-ce que vous considérez qu'un virtuel candidat doit commencer à porter une ligne, à donner de la voix et à faire quelque chose ? Moi, je pense qu'en tous les cas, il a raison de se concentrer sur le fond, sur le travail de terrain, parce que c'est la meilleure des choses à faire, sur le travail dans sa région. De toute façon, c'est son choix, c'est le chemin qu'il a choisi de tracer. On verra bien, encore une fois, comment les choses vont se décanter. Et vous le trouvez suffisamment présent ? Et d'ailleurs, je le dis aussi pour la droite et pour mon propre camp. Le sujet n'est pas seulement de préparer 2027, parce qu'on a tous en tête l'élection présidentielle. Mais le sujet, vous l'avez dit, c'est qu'on est dans un moment de survie pour notre famille politique. Et au-delà d'ailleurs de notre famille politique, on est dans un moment de basculement potentiel pour le champ politique français d'une manière très générale. Et la question, c'est de savoir... C'est-à-dire, oui. Mais prenez la prochaine élection européenne. Les 2 grands groupes au Parlement européen, 2024. Les 2 groupes qui structurent la vie démocratique en Europe, c'est le groupe du PPE, le groupe de droite et le groupe socialiste. Demain, à l'élection européenne de 2024, c'est-à-dire dans 1 an pour le coup, il est possible que dans aucun de ces 2 groupes, il n'y ait d'élus français. C'est un basculement inouï. Les forces politiques traditionnelles qui ont fait vivre notre pays pendant très longtemps et qui sont encore celles qui structurent le clivage politique dans beaucoup d'autres démocraties sont aujourd'hui dans un moment effectivement critique. Vous êtes vraiment très très pessimiste pour votre parti, je les dis pas que c'est ce qui va se Républicains, parce que s'il passer. n'y a pas un seul Je dis pas que c'est ce qui va se passer. eurodéputé élu, Je dis que c'est chez LR. possible. Bah oui, c'est possible. Vous y retournez ou pas ? Vous étiez tête de Vous y liste. retournez ou La pas ? vérité, c'est que Vous y retournez ou pour pas dans un an avoir des députés au Parlement européen, il faut faire 5%. C'est le seuil. Si on fait aux élections européennes de 2024 le même score qu'aux élections présidentielles, il n'y aura pas d'élus LR au Parlement européen. Donc vous êtes candidat. Je dis juste que quand on est dans un moment comme celui-là, spéculer sur 2027 me paraît assez lointain. Et que le premier travail qu'on a à faire, c'est le travail maintenant. Alors, vous avez porté la liste aux dernières européennes. Vous avez fait à peu près 8%, un peu plus. Est-ce que vous pourriez en fait, relever le challenge et vous présenter et porter la liste ? Je pourrais, mais ça n'est même pas le sujet aujourd'hui. D'abord, moi, ce qui compte pour moi, c'est pas mon petit parcours et ma petite personne. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que les idées que je crois utiles pour la France et pour l'Europe soient représentées demain. Deuxièmement, ce qui compte, c'est la manière dont on va construire une ligne politique. Et là-dessus, il faut effectivement qu'on travaille avec notre famille politique tout entière pour construire une ligne, pour construire une proposition politique pour cette élection. Alors, ça veut dire qu'il faut que vous régliez le problème. Mais effectivement, il faut qu'on y travaille dès maintenant, vous avez tout à fait raison. Sur la ligne, il y a 2 sujets qui arrivent bientôt, c'est la question de l'immigration, la loi immigration, et l'action de la fin de vie. J'ai l'impression que c'est des endroits, des thèmes sur lesquels la droite a quelque chose à dire. Est-ce que pour vous, c'est un élément essentiel du débat à venir ? C'est 2 sujets qui n'ont rien à voir, mais on peut difficilement les confondre. Mais oui, bien sûr, la droite a des choses à dire sur ces questions. Sur l'immigration, voilà un exemple typiquement très intéressant d'un sujet sur lequel le débat est à la fois français et européen. Et sur ces sujets-là, aujourd'hui, la ligne du gouvernement me paraît catastrophique. Le gouvernement a mené au cours des dernières années une politique qui en réalité est plus irresponsable encore que celle que la gauche avait menée, en tous les cas du point de vue d'un électeur ou d'un élu de droite. Et on voit très bien d'ailleurs à quel point cela pèse aujourd'hui sur la situation de notre pays et sur les tensions qui le traversent. Vous considérez en clair, ce que j'ai cru comprendre en écoutant Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, que la possibilité d'avoir recours à une immigration dans ce qu'on appelle les secteurs en tension, c'est-à-dire on planifie, on organise et on se dit là, on n'a pas de gens pour travailler. Vous considérez que ça, c'est un appel d'air et que c'est en aucun cas une solution, alors que le MEDEF pense que ça peut en être une. Là, vous voyez, parfois, on a aussi des désaccords avec les patrons, vous voyez, preuve qu'on n'est pas toujours alignés. On fait notre jugement. Et moi, je suis là, pour le coup, en désaccord absolu avec ce que peut dire le MEDEF. Je comprends les difficultés de recrutement. Je comprends évidemment que les entreprises sont devant un problème majeur. Mais en fait, la solution du gouvernement, c'est une double démission. C'est une démission d'abord devant l'immigration illégale, parce qu'il ne s'agit même pas de faire venir une immigration de travail. Il s'agit de régulariser des gens qui sont venus illégalement. Il s'agit en fait d'offrir le ticket gagnant à ceux qui
avec les réseaux de passeurs, organisent le business qui gigantesque. Oui, mais c'est un état de fait. Ce sont des gens qui sont là. Cette traite d'êtres humains aux frontières de l'Europe aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont là qu'il faut gérer. Oui, malgré tout. En tous les cas, la première des choses à faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse encore décider de qui a le droit d'être en France et donc qui n'a pas le droit d'y rester. Le deuxième élément, qui est, me semble-t-il, la démission la plus grave... Qui a le droit d'être en France ? Mais c'est au peuple français d'en décider, pas aux passeurs, mais vous, pas aux mafias. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est devant une situation de tension telle dans la société française, et il faudrait être fou pour ne pas le voir. C'est là que le MEDEF se trompe, c'est que les personnes qui viennent en France ne sont pas seulement des travailleurs, ce sont des gens qui viennent avec... et c'est tout à fait normal. Celle que vous prenez, c'est-à-dire la production, être capable de produire, on prend des travailleurs immigrés chaque année. C'est ce qui tient l'agriculture française. On prend des travailleurs immigrés chaque année dans un pays qui compte plus de 3 millions de chômeurs au sens de Pôle emploi. Et donc la deuxième démission, c'est celle-là. C'est qu'avec 3 millions de chômeurs dans notre pays... Hier, il y a une enquête dans Le Monde, il y a un papier sur les gens dans l'hôtellerie-restauration. Les employeurs font tout pour en avoir, CDI à la place de CDD, il y a même une référence à une augmentation de 16% des salaires, et ils ne trouvent pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous arrêtez l'indemnisation chômage ? Vous la réformez encore dans un sens plus dur pour que les gens aillent travailler là où il faut et qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours aux immigrés. Mais il faut d'abord faire en sorte que le travail paye, ça c'est sûr. Mais là, je vous dis, la première des choses. Ils disent mais vous avez raison, CDI, mais typiquement dans la restauration, 16%, il y avait effectivement des sujets à rattraper, ça c'est certain. Et si on regarde les pays de l'OCDE aujourd'hui, on n'est pas dans les pays où, comparativement au coût de la vie en France, où le travail rémunère le mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le deuxième aspect qui est clé, c'est de faire en sorte de sortir d'une situation dans laquelle finalement on désincite quasiment les Français au travail. Combien de fois nous croisons, alors je sais qu'il y a alors des c'est quoi enquêtes... On arrête le RSA. Attendez, allez-y. Je sais qu'il y a des enquêtes multiples sur ce sujet, mais c'est un fait. C'est un fait qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui, entre les différentes aides qui peuvent être obtenues lorsque vous n'êtes pas en emploi, les moyens, les soutiens, les éléments de financement public auxquels vous pouvez avoir droit, et ceux que vous ne recevez plus quand vous recommencez à travailler, il y a des Français qui perdent de l'argent en retournant au travail. Et cette situation, elle est intenable. C'est absolument impossible de vivre dans un pays où, parfois, on peut être mieux rémunéré d'une certaine manière, on peut mieux vivre sans travailler qu'en retournant au travail. Ça, c'est un logiciel classique. Il y a aussi un autre logiciel qui est de se dire que la valeur travail, comme vous dites, est peut-être devenue quelque chose de différent et qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler. C'est donné d'ailleurs dans l'enquête du Monde, je fais beaucoup de promos pour Le Monde, sur travailler le week-end, travailler le soir, avoir des horaires instables. Et voilà. Vous vous dites pas que peut-être il y a ça aussi en plus ? Oui, il y a une question philosophique aussi dans notre rapport au travail qui est clé. Et moi, je crois qu'il faut, vous avez tout à fait raison de le dire, il faut changer aussi de logiciel. Il y a quelques années, la matrice de la droite, c'était, avec Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Et on sait l'effet qu'a eu ce slogan, qui était certainement au cœur des préoccupations des Français au moment où il était partagé. Aujourd'hui, il me semble que le sujet, c'est de retrouver aussi la dimension collective du travail, le sens du travail. Moi, j'ai été très marqué comme prof pendant des années. Je trouve que c'est d'ailleurs l'un des plus beaux signes de la société d'aujourd'hui, de voir à quel point les élèves que j'avais se projetaient dans leur avenir, non pas seulement en se demandant combien de €, ils allaient gagner à la fin de l'année, mais en se demandant d'abord si leur travail aurait un sens. Et il faut qu'on réponde à cette question-là. Et je pense que la droite, elle a certainement quelque chose à dire sur le fait que le travail ne peut pas être regardé seulement sous l'angle de la pénibilité, sous l'angle de cette espèce de contrainte à laquelle il faut faire face pour obtenir les moyens matériels de survivre. Le travail, c'est aussi un lieu où le monde s'humanise, c'est aussi un moyen pour un pays comme le nôtre de reprendre la main sur son destin. Si nous ne travaillons pas plus demain, si nous ne travaillons pas mieux, nous allons devenir un pays de seconde zone qui dépendra, comme il l'est aujourd'hui, massivement dépendant des importations qu'il fait de produits qu'il ne crée plus. Est-ce que vous pensez que... Nous sommes aujourd'hui, chaque année, chaque mois même, nous faisons un nouveau déficit record. Ça, c'est un autre sujet. Un nouveau déficit commercial. Ça n'a rien avec le sens du travail. Le déficit commercial, si, c'est un sujet énorme. Non, mais d'accord, mais c'est un sujet énorme. Moi, je vois les jeunes militants avec le sens du travail. Pardonnez-moi, j'ai du mal à le voir. Énorme. Les militants de dernière rénovation, il faut leur dire ça. Si vous voulez sauver la planète demain, il va falloir travailler. C'est par là que ça passe. Si on veut sauver la planète, si on veut sauver notre modèle social, si on veut sauver notre démocratie, il va falloir travailler. Et ça, c'est un magnifique projet collectif. Et bien sûr que c'est lié. Si on laisse se faire cette situation dans laquelle on devient un pays de consommateurs, qui chaque mois fait un nouveau déficit record dans ses importations, qui chaque mois devient plus dépendant de modèles qui détruisent l'environnement. Vous dites qu'il faut travailler, vous dites pas qu'il faut travailler différemment. Mais il faut travailler, je vois pas le rapport avec le sens du travail. Et surtout, vous dites qu'il faut travailler différemment, mais on comprend pas comment on va travailler différemment. Enfin, je veux dire, quelle nouvelle société vous voulez inventer ? Profondément retrouver le sens
collectif du travail, pas au sens du collectivisme ou de la collectivisation, mais au sens d'un projet commun. On s'en doutait. J'espère, mais au sens d'un projet commun. Et c'est ça qui nous manque encore aujourd'hui, y compris dans le logiciel des entreprises. Je pense que les entreprises sont peut-être pas encore assez adaptées à cette aspiration des plus jeunes générations à un travail qui leur permette de participer à une œuvre commune. Est-ce que vous pensez que, par conséquent, on a mis peut-être la charrue avant les bœufs à évoquer la réforme des retraites avant de travailler plus structurellement sur le travail, et que peut-être qu'on aurait pu faire passer davantage cette réforme si on avait d'abord réfléchi sur le sens du travail ? Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Je pense notamment à la question de la manière dont il faut prendre au sérieux le défi de l'ubérisation du monde, de cette atomisation des travailleurs. Nous, on y travaille au Parlement européen de manière très forte, et je suis frappé de voir à quel point ce travail, finalement, il n'est pas très présent, finalement, en France. Alors qu'on aurait des choses à dire comme Français, parce qu'on est les héritiers quand même d'une vision du travail et d'un modèle dans le rapport au travail qui a quelque chose peut-être d'assez singulier à dire pour le monde de demain. Je voulais venir à un autre sujet qui n'a évidemment rien à voir, qui est celui de la fin de vie. On annonce peut-être une loi à la fin de l'année. La Convention rend ses conclusions. Quel est votre point de vue ? Je sais que vous êtes très hostile à l'idée de la fin de vie décidée par les individus. Est-ce que vous allez mener jusqu'au bout le combat ? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez la fin de vie décidée par les individus. Moi, j'ai plutôt le sentiment que derrière ce qu'on nous présente comme une possibilité de liberté supplémentaire, en réalité, il y a surtout une occasion de pression supplémentaire. Parce que nous voyons bien que notre système hospitalier, notre système de soins est à bout de souffle. Et pour l'État, finalement, la meilleure manière d'éviter le problème... La fin de vie, c'est pas pour vidanger les hôpitaux. Je ne dis pas que c'est pour vidanger les hôpitaux, je n'ai jamais dit ça. C'est une mesure budgétaire ? Mais vous savez, dans les pays où le suicide assisté existe, la première motivation pour le suicide assisté, dans toutes les enquêtes qui sont faites, c'est ne pas peser sur ma famille. Donc vous voyez, quand on dit une liberté... Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Moi, j'ai peur que ce soit une pression. Mais si, c'est parce que, de fait, quand la fin de vie devient un coût, eh bien, il y a deux manières de répondre à ce défi. Un coût humain, c'est pas un coût financier. Un coût humain et aussi un coût financier, bien sûr. Regardez, en France, le débat... Mais, pardon, c'est pas un truc futur, c'est pas une spéculation complotiste, c'est la réalité de notre système de santé aujourd'hui. Vous avez, en France, et c'est le contexte de ce débat, 26 départements dans lesquels il n'y a pas un seul service de soins palliatifs. Un seul. Qu'est-ce qu'on dirait si on apprenait qu'en France, il y a un département dans lequel il n'y a pas un commissariat de police ? Oui, ça n'empêche pas. On réagirait tout de suite, on dirait il faut le construire dans la semaine. Ça n'empêche pas. Et les Français, et d'ailleurs la Convention, comme disait Thomas, il y a des gens qui disent c'est difficile, c'est compliqué, mais qui ont trouvé ça passionnant se pencher sur le sujet, en évitant les solutions à l'emporte-pièce. Donc c'est pas simplement parce qu'on n'a pas de place. Il faut évidemment les soins palliatifs, mais le sujet peut quand même se poser. Mais la question, elle se pose dans ces termes-là aussi. Quand quelqu'un vous dit qu'il veut mourir, qu'il n'en peut plus, qu'il veut mourir. Et c'est pas seulement les personnes âgées en fin de vie. Vous voyez que la Convention citoyenne, qui je crois n'engage qu'elle-même, malheureusement, non, elle a inclus les mineurs dans le suicide assisté. Elle a voté majoritairement pour que les mineurs aient droit au suicide assisté. Le Monde a fait un très bel article d'ailleurs sur le malaise de beaucoup de gens qui font partie de cette convention aujourd'hui. C'est parce que je pense que le sujet appelle à avoir un tas d'interrogations. Mais je suis désolé, je fréquente beaucoup la Belgique depuis que je suis au Parlement européen. En Belgique, effectivement, les mineurs ont droit au suicide assisté. En tous les cas, peut-être pas les mineurs pour le suicide assisté, mais à l'euthanasie. Et c'est entouré de conditions. Oui, alors ça, c'est toujours ce qu'on dit. Mais une jeune fille en Belgique qui a été traumatisée par les attentats de Bruxelles il y a quelques années, elle était tout près des attentats. On a fait une dépression terrible. Au milieu de sa dépression, alors qu'elle est trentenaire, même pas trentenaire, elle n'a même pas 30 ans, elle est dans une telle dépression qu'elle dit « je veux mourir ». Et la réponse de l'État en Belgique, c'est « très bien ». Mais non, mais c'est pas parce qu'il y a un excès. Je suis désolé, mais la grande question qui se pose à une société, c'est quand quelqu'un vous dit « je veux mourir », si un de vos amis vous dit « je vais très mal, je veux mourir », est-ce que l'humanité commande de lui donner de quoi en finir, ou bien au contraire de se dire « mais qu'est-ce qu'on a raté ensemble ?» pour que quelqu'un souffre. Elle a été entourée de soignants psychologiques et ça n'a pas marché. Je veux dire, au bout d'un moment, visiblement, ça commençait à devenir très compliqué. Vous prenez un cas très à part quand même pour dénoncer de fait, malheureusement, ce dossier sur la fin de vie. Ce sont des histoires qui arrivent régulièrement en Belgique. Et vous êtes très surprenant quand vous dites la Convention qui ne représente qu'elle-même. Ça veut dire oui, alors ça c'est sur la méthode. Indépendamment de la question de l'euthanasie et de nos positions sur le sujet. Ça sera la fin de l'émission. Allez-y. Sur la méthode. Je suis, moi, vraiment
heurté de voir se multiplier ces épisodes de populisme élitaire dans lesquels Emmanuel Macron dit « parce que vos élus ne sont pas représentatifs, on va tirer des gens au sort ». Mais je suis désolé, le tirage au sort... Il ne dit pas que c'est pas représentatif. Excusez-moi, mais alors qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? Le lieu de ce débat, débat, c'est le Parlement, et c'est là que ce débat doit avoir lieu aujourd'hui. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été avec nous depuis midi en direct. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions politiques. Tout le monde discute parce que c'est passionnant.